Alors, nous allons passer à la troisième communication, qui sera celle de Marcos Aymar de l'Université d'Orléans, et dont le titre est Un excentrique entre deux mondes, Nicanor de la Roca Vergallo, des Incas à la réforme de l'orthographe PH, de l'orthographe française, et là aussi c'est un thème qui fait beaucoup écrire et parler. Bonjour à tous, merci aux organisateurs et plus précisément à Isabelle Tozan de m'avoir invité, de m'avoir encouragé à présenter l'itinéraire quelque peu déroutant de cet écrivain péruvien que je vais vous présenter maintenant. Donc, en 1947, lors d'un hommage à l'auteur franco-péruvien Ventura García Calderón, l'écrivain Yves Gandon remercia son confrère américain d'avoir appris les Français à connaître ces Pérou prestigieux qui, avant qu'il ne les chantât, restaient comme perdus dans la buée fabuleuse d'un Eldorado. Sans doute, y a-t-il dans cette déclaration une part d'exagération dictée par les désirs de flatter son homologue péruvien. N'empêche, dans les années 20 et 30 du XXe siècle, lorsque García Calderón devint une figure en vue dans les milieux littéraires parisiens, le Pérou restait un pays profondément méconnu de la part des élites culturelles françaises. Parmi les grandes figures de la culture péruvienne du XIXe siècle, rares furent celles qui réussirent à établir des contacts avec des représentants éminents des lettres hexagonales. Tout comme dans le reste de l'Amérique latine, la fascination des auteurs hispano-américains pour la France demeurait largement unilatérale. Comme l'écrivait Rubén Darío en 1901, la littérature hispano-américaine était aussi exotique pour le public français que celle des îles Fidji. Dans ce contexte, la figure aujourd'hui oubliée du poète péruvien francophone Nicanor de la Roca Vergallo, 1946-1919, acquiert une importance singulière. Bien qu'étant un auteur mineur, le fait demeure qu'aucun autre écrivain péruvien de son temps ne suscita pareil intérêt en France, que ce fût pour l'aduler ou pour le critiquer. Mallarmé lui adressa une lettre où il s'exclama « Avec quel intérêt profond j'ai lu votre livre ». Victor Hugo signa personnellement une pétition en faveur d'un proscrit péruvien qui nous considérons aujourd'hui comme un poète français. Banville et Gustave Caen firent son éloge. En revanche, d'autres comme Catulle Mendès les qualifia d'excellents hommes un peu ridicules, et Maurice Barrès, dans une lettre écrite, il parle de l'immense racaille des poètes au milieu desquels glapit magistralement les tumultueux de la Roca. Donc, les chefs de file des principaux mouvements poétiques de l'époque, le symbolisme, le Parnasse ou le romantisme, citèrent la figure exotique de Vergallo. Du point de vue de l'histoire française, son importance consiste à avoir été un précurseur du vers libre, et ainsi l'ont reconnu les rares chercheurs à s'être intéressés à sa figure. Les théoriciens de la métrique Clive Scott estiment qu'une étape majeure vers la création du vers libre consiste en la négation de la césure, puisque cela amène les poètes à ne plus considérer la ligne comme la mesure essentielle du rythme. Or, en 1880, bien avant la date de 1886, qui est généralement considérée comme l'année de naissance du vers libre, Vergallo, dans son livre La poétique nouvelle, exhorte, comme vous le voyez là, exhorte les poètes de la nouvelle génération à se passer de la césure, ainsi que de beaucoup d'autres normes de la prosodie classique. La contribution de Vergallo à cette révolution poétique fut refoulée par les poètes français et par les chercheurs jusqu'à nos jours. Cependant, l'importance de Vergallo ne se borne pas à son rôle de trublion des règles académiques. En ce qui concerne les thèmes qui nous réunissent aujourd'hui, les échanges littéraires, culturels et imaginaires entre le Pérou et la France, le mérite lui revient d'avoir été les premiers à avoir transposé en français certains des thèmes et des formes caractéristiques de la littérature nationale péruvienne en formation au XIXe siècle. De ce point de vue, Vergallo peut être considéré comme un passeur ou un intermédiaire entre le Pérou et la France. Sa vie ballottée, ainsi que l'oubli dans lequel il sombra, sont caractéristiques des risques qui encourent tous ceux
que les destins ou la volonté amènent à partager leur existence entre deux pays et deux cultures. Une question mérite d'être posée d'emblée. Bergalo est-il un écrivain péruvien? Étant donné qu'il rédigea toute son œuvre en français, à l'exception de quelques poèmes isolés, la réponse sera forcément négative si on considère que la littérature péruvienne ne peut se faire qu'en espagnol ou en quechua. Or, outre que l'équation romantique entre la nation et la langue est extrêmement discutable, cette position me semble particulièrement inadaptée au contexte péruvien du XIXe siècle, ne serait-ce parce que personne, ou presque, n'écrivait la littérature en quechua, et le statut de l'espagnol en tant que langue nationale est très problématique, comme le prouvent entre autres les réflexions linguistiques de González Prada. Bergalo était un patriote péruvien, une bonne partie de son œuvre traite des sujets typiquement péruviens, et pourtant, il a décidé de faire son œuvre en français. Comme on essaiera de le montrer, ces partis pris étaient moins surprenants au XIXe siècle qu'il ne peut le sembler aujourd'hui. À première vue, le choix linguistique de Bergalo obéit essentiellement à des raisons biographiques. Dans l'adresse au lecteur, ouvrant son recueil poétique, Les Méridionales, Bergalo justifie ainsi son choix linguistique. On s'est demandé pourquoi, étant né à Lima, j'écris dans une langue qui n'est pas la mienne. Je répondrai simplement au lecteur que j'ai fait une partie de mes études à Paris et que je possède mieux le français que l'espagnol, ma langue natale. Né à la capitale péruvienne en 1846, au sein d'une famille italienne aisée, Bergalo réalisa en effet ses études secondaires au prestigieux lycée Charlemagne de Paris en 1856 jusqu'en 1864, lorsque sa mère lui ordonna de rentrer au Pérou. L'attachement passionnel de Bergalo à la France s'exprime par exemple dans les poèmes « À la France » inclus dans les Méridionales, une longue lamentation de la défaite de Sedan face à la Prussie. Bergalo y exprime son désir d'expirer pour la France et venger mes amis, et s'exclame « Ô France, et devant eux j'écris, je t'adopte pour mère, adopte-moi pour fils ». Cependant, quelle que fût sa passion pour les pays où il réalisa ses études secondaires, en 1871, après 7 ans passés au Pérou, Bergalo aurait pu écrire au moins quelques poèmes dans sa langue maternelle, lui permettant de toucher un public plus large. En fait, le choix du français se double d'un refus d'écrire en espagnol. Pour comprendre celui-ci, il faut prendre en compte les contextes historiques de l'époque et le positionnement politique de l'auteur. Entre 1865 et 1866, après le retour de Bergalo au Pérou, eut lieu la guerre hispano-sud-américaine qui opposa la flotte espagnole à une coalition militaire entre le Pérou et le Chili autour du contrôle des îles de Chincha et Vivanco, d'où est extrait les guano qui représentaient à l'époque la plupart des recettes fiscales péruviennes. Bergalo s'enrôla comme sous-officier d'artillerie dans la division Apta dans les ports de Callao et participa au combat du 2 mai, l'épisode le plus sanglant de toute la guerre. Même si les causes et l'issue de ces conflits demeurent contestées, Bergalo et la plupart de la société péruvienne y virent la suite de la guerre d'indépendance contre l'Espagne du début du siècle. Sur les combats de Aptao, Bergalo s'adresse en ces termes à l'ancienne métropole. « Votre gloire est finie et la nôtre commence. D'un peuple courageux et faible par ses malheurs, vous savez fatiguer l'admirable clémence. Pour vous exterminer sur les flots il s'élance. Tremblez, il reconnaît ses anciens oppresseurs. » À lire la rhétorique exaltée du jeune poète, pour qui, littéralement, patrie rime avec liberté, on s'aperçoit que la passion pour la culture française est le revers du refus de l'héritage colonial et l'adoption de la France comme mère, un acte d'allégeance symbolique et symétrique à son rejet de la mère patrie espagnole, devenue marâtre haïssable que les poètes imaginent dans un autre poème, couvert des crachats de mépris. Dès lors, les sous-titres Poésie péruvienne, accompagnant les méridionales, est bien plus qu'une simple stratégie pour se prémunir contre les critiques que son choix linguistique ne pouvait manquer de soulever. Bergalo semble penser qu'il est plus facile de faire une poésie nationale péruvienne en français, la langue de, je cite, « cette terre qui pense et sans cesse produit la lumière au chaos et les jours à la nuit », qu'en espagnol, langue de l'oppression et de la servitude. Le deuxième ouvrage publié par Bergalo au Pérou, La mort d'Atahualpa, 1871, nous offre à nouveau un exemple des thématiques nationalistes péruviennes, rédigées en français et coulées dans la moule de l'alexandrin classique. De façon anachronique, Bergalo projette sur l'épisode de la conquête les valeurs et les vocabulaires nationalistes du XIXe siècle. L'amour de la patrie est un amour sublime, aujourd'hui qu'elle souffre, aujourd'hui qu'on l'opprime, aimons-les davantage, s'exclame Atahualpa.
Les Incas, ce sont des vrais héros qui luttent pour leur indépendance. On retrouve un peu cette idéalisation du passé hispanique dont il a été question dans la précédente intervention. Il est évident que pour Vergallo, l'indépendance du Pérou vis-à-vis de l'Espagne constitue l'acte de réparation historique que les Indiens de sa pièce appellent de leur vœu dans la deuxième citation que vous avez là sur la diapositive. Donc, contrairement à une accusation souvent faite par certains critiques de l'époque à l'encontre des écrivains hispano-américains francophones, Vergallo n'était pas un descastado ou un afrancesado, éloigné des préoccupations de son pays. Au contraire, comme on l'a montré, sa poésie française est mise au service de l'exaltation nationaliste. D'autres auteurs bilingues, tels les Boliviens Adolfo Costa Durrels, ont synthétisé l'attitude vitale esthétique inspirant Vergallo. C'est en s'élevant contre l'autorité des Espagnols et en se prenant par contraste du pays de la liberté, la France, que le patriotisme américain prit une forme définitive. Donc en 1872, Vergallo est contraint d'exaucer son désir d'aller en France et doit fuir le Pérou, accompagné de son petit enfant, selon certaines sources, déguisé en nonne. Vergallo n'explique pas la raison de son exil, mais il est facile de les deviner. Dans un contexte politique d'une grande instabilité, marqué par l'assassinat du président Balta, les soulèvements et la chute de Gutiérrez, l'arrivée au pouvoir de Manuel Prado, le poète dut prendre part à une tentative révolutionnaire et se retrouva dans les partis des vaincus. La vie de Vergallo en France semble avoir été marquée par une grande précarité. Néanmoins, il n'était pas sans relation dans les milieux poétiques français. En 1873, grâce à l'intervention de ses amis péruviens, il obtint un poste comme secrétaire de la légation du Pérou en France. Grâce aux revenus de ces postes, ainsi qu'aux souscriptions des poètes amis, il put publier 2 recueils de poèmes, Feuilles du cœur, 1876, Les livres des Incas, 1879, ainsi que son traité La poétique nouvelle, que j'ai cité au début de ma présentation. Les 2 recueils poétiques incluent des compositions fort hétérogènes, allant des simples imitations des poèmes symbolistes et parnassiens aux poèmes autobiographiques retraçant l'exil et les souffrances de l'auteur, en passant par quelques compositions de thématiques péruviennes tout à fait insolites dans la poésie française de l'époque. À la différence des œuvres publiées au Pérou, ces poèmes ne font presque pas référence aux luttes de l'indépendance. Les changements des tons par rapport au méridional se confirment dans les 2 poèmes du livre des Incas inspirés par le Pérou préhispanique. Si les Atahualpa de la pièce de 1871 étaient un guerrier combatif, symbole de la résistance contre les Espagnols, les Incas de ces recueils sont des figures élégiaques frappées par un destin adverse. L'identification du poète avec les malheurs de ces personnages légendaires l'amène à inventer un Inca Roca qui se lamente depuis les ruines de la forteresse de Sacsayhuaman. « Oh mon cher cœur, comme je souffre, mon mal fini recommence, je suis dans une mer immense de soufre. » La composition suivante, Lamentation de l'Inca Tupac, réfugié dans les Andes, nous offre un monologue où un Inca se lamente de la perte de son royaume aux mains des Espagnols. Quand l'Espagnol barbu a bu dans ma coupe d'argent, chargeant mes femmes, mes trésors, mes ors, sur ces chars insolents et lents, mon cœur a pleuré, leurré par nos fragiles dieux aïeux. L'énumération nostalgique des éléments perdus crée une litanie où, comme on va le voir plus tard dans cet extrait, les vocables français, quechua et même espagnol se combinent de façon fort originale. Il se peut que ces textes soient les premiers poèmes en français à utiliser certains éléments de la culture andine, les condors, les lamas, la chicha, qui plus tard, sous la plume d'auteurs exotisants comme Ventura García Calderón, deviendront de véritables clichés de l'imaginaire français du Pérou. Or, Vergallo emploie aussi d'autres termes plus originaux comme Quipocomayo, probablement une transcription du mot Quipucamayoc, les fonctionnaires chargés de l'interprétation des quipus, Coricoya, une ancienne mine de la région de Cochabamba, un néologisme de l'auteur, et Coya, l'épouse principale de l'Inca. Qui plus est, Vergallo fait dialoguer les cultures en créant des rimes interlinguistiques, Sachuazuaman, roman, Vicarcocha, chat, et en rajoutant des courts vers en espagnol, mayo y mas. Le résultat est un poème plurilingue et multiculturel sur le passé préhispanique du Pérou, sans précédent dans la poésie française. Alors que les méridionales et la mort d'Atahualpa employaient exclusivement l'alexandrin classique, les Feuilles du cœur et surtout les livres des Incas cherchent de nouvelles configurations métriques. À cet égard, il est révélateur
que Vergallo inclut les deux poèmes précédemment cités dans une section de son livre appelée Yaravíes, comprenant un total de 9 poèmes. Dans une note en bas des pages, Vergallo précise: Yaraví veut dire en quechua, la langue des Incans, étant triste. Et Yaraví dérivait d'une forme poétique préhispanique, devint par la suite un genre poétique criollo, en castillan, popularisé au tournant du XVIIIe siècle par Mariano Melgar. Un Yaraví des livres des Incas, ainsi qu'un autre appartenant aux Feuilles du Cœur, utilise les motifs poétiques de la colombe que Melgar emploie dans Vuelve que ya no puedo, l'un de ses Yaraví les plus célèbres. Donc vous voyez là la comparaison de ces deux extraits. Les poètes, comme on les voit, revendiquent son identité péruvienne et la met au service d'un renouvellement formel de la poétique française. Sans doute, les références à la tradition du Yaraví ainsi que l'inclusion du terme Inca dans les titres de son recueil peuvent être interprétées comme des concessions au goût pour l'exotisme qui se développe dans la deuxième moitié du XIXe siècle en France. Cependant, Vergallo va bien au-delà des attentes du lectorat français pour exhiber son excentricité vis-à-vis du champ littéraire hexagonal. Outre cette tentative tapageuse de renouveler la poétique française, il écrit dans la poétique nouvelle « J'ai fait une poétique nouvelle, une prosodie nouvelle, c'est-à-dire un coup d'art, une réforme, une révolution ». Donc Vergallo rime avec mégalo, bien sûr. Et cette excentricité assumée l'amène à inclure quelques compositions en espagnol dans ses recueils publiés en France. Canción, par exemple, faisant partie du Feuille du Cœur, constitue une brève composition de thèmes et de rythmes populaires. Si tú me amas, ¿por qué no me lo dices? Yo que te amo tanto, zamba zamba dondora. À noter que le dernier vers onomatopéique rappelle les paroles de certaines samacuecas dans ces chansons populaires péruviennes, interprétées dans la période 1860-1865. La composition de Vergallo annonce un type de poésie populaire sonore qui sera diffusé bien plus tard au Cuba par des poètes comme Mariano Brull ou Nicolás Guillén. Dans la même veine populaire, Serenata una limeña du livre des Incas fait apparaître Santa Rosa de Lima, patronne de la capitale péruvienne et première sainte américaine à avoir été canonisée. Alors, les comptes rendus dans la presse de l'époque confirment la diversité des opinions suscitées par l'œuvre de Vergallo. Les critiques, par exemple, Charles Canivet du Soleil, estiment que le tort du poète est d'avoir écrit dans une langue, la nôtre, qu'il connaît mais dont il ignore la prosodie. Et avec condescendance, il met en garde Vergallo. Le français est une langue difficile. Si nombre d'étrangers la parlent, il en est peu qui l'écrivent. C'est en substance la même reproche formulée par Paul Billiot dans la Revue des poètes et d'auteurs dramatiques. En revanche, d'autres critiques soulignent l'originalité de ces vers. Les brûlantes fleuves des pays exotiques que chantent les poètes, où il est né, circulent à travers toute son œuvre, écrit les critiques du Courrier du Soir. Dans la lettre déjà citée au début de ma communication, Stéphane Mallarmé vante, je cite, « les charmes délicieux que prend cet instrument, les Français, sous votre doigté, habitués au maniement des rythmes lointains. » Comme on les voit, que ce soit pour la déplorer ou pour l'exalter, les critiques sont d'accord sur l'influence que ces vagues Pérou exercent sur la poésie française de Vergallo. Alors, l'intérêt que Vergallo éveilla chez certains des plus importants poètes français de l'époque, à un moment où la littérature hispano-américaine était très mal connue en France, est aussi surprenant que l'oubli dans lequel il sombra à partir de 1880. Selon Ricardo Silva Santi Esteban, celui-ci s'expliquerait par un accident de son fils qui serait tombé du 4e étage d'un bâtiment et qui aurait obligé Vergallo à s'enrôler dans l'armée coloniale française pour survenir aux besoins du malade. En dépit d'une situation personnelle dramatique, Vergallo continue à publier des textes dans des revues comme Les Réveils tunisiens ou la Revue moderne de Marseille. La réalité péruvienne l'inspirait toujours, comme en témoigne un article, Le Carnaval de Lima, expression de sa volonté de faire connaître les coutumes de son pays natal auprès d'un public francophone. Avec un réel talent, Vergallo décrit la façon dont les bruits et l'agitation s'emparent subitement de la capitale. On dirait que l'atmosphère crépite et que les espaces célestes froufroutent, c'est le divin soleil. Il a déchiré presque brutalement la gaze d'un bran qui flottait sur la ville des rois, il embrasse tout. Des cris retentissent, la foule se déborde, c'est le carnaval qui commence. L'emploi de l'expression « ville des rois » rattache la coutume du carnaval à la période coloniale. D'ailleurs, à partir de 1822, les autorités républicaines prirent de nombreuses dispositions pour limiter la portée du carnaval et d'autres célébrations populaires comme les corridas, les luttes des coqs et les maisons des jeux.
Le but était non seulement d'améliorer la moralité de la population, mais aussi de prendre des distances vis-à-vis des divertissements qui étaient associés à l'époque coloniale honnie. L'essor du costumbrismo, dont il a été question ce matin, dans la production littéraire liméenne de ces années, peut être interprété comme une tentative de représenter un monde qui disparaissait rapidement sous l'effet de la modernisation. Les textes de Bergalo s'inscrivent dans cette tradition en dépeignant les aspects les plus sensuels et anarchiques de la célébration carnavalesque, ceux mêmes qui étaient dans les collimateurs des élites républicaines. En quelques paragraphes, Bergalo nous offre une image bien vivante d'un spectacle troublant et magnifique qui devait conforter chez les lecteurs français l'image du Pérou comme un espace d'une fascinante altérité. Bergalo n'adopte jamais vis-à-vis de son pays natal les regards détachés de l'écrivain ne recherchant que le pittoresque. De même qu'il s'identifie aux lamentations d'Ananka au point de lui donner son nom, sa description du carnaval de Lima est empreinte de la nostalgie de l'exilé. Son dernier ouvrage, La réforme générale de l'orthographe, avec F et pas PH en effet, constitue un témoignage unique de la fusion des imaginaires péruviens et français au sein d'une conscience ravagée par la psychose. Les épreuves de ces dernières années eurent sans doute raison de l'équilibre psychique du poète. Les accès de mégalomanie et de paranoïa, perceptibles dans certains passages de la poétique nouvelle, se transforment en un état de décompensation généralisée, comme on peut le constater par les dizaines de pages contenant des listes incohérentes des sons et des mots, que je ne vais pas lire ici, ce serait vraiment très difficile. Alors, c'est marrant comment ce texte a pu être publié, même s'il est très intéressant par ailleurs. En dépit de la crise psychiatrique de l'auteur, son entreprise ne manque pas de logique. Il s'agit, pour reprendre les formules de Bergalo lui-même, d'un délire à froid, de la fièvre de la pensée qui résonne. L'objectif de régulariser la langue française donna d'ailleurs à de nombreuses tentatives de réforme tout au long du XIXe siècle. Or, les projets de Bergalo rappellent aussi les nombreuses tentatives hispano-américaines de modifier l'orthographe de la langue espagnole dans le but de la rapprocher du langage parlé dans les nouvelles républiques américaines. Chez des intellectuels comme Simón Rodríguez, Faustino Sarmiento, González Prada, la réforme linguistique était un geste politique visant à libérer l'Amérique latine de la tutelle de l'ancienne métropole. Dans certains passages de la réforme, la rhétorique de l'auteur se confond avec celle des intellectuels hispano-américains, soucieux de créer une langue nationale indépendante du castillan de la Real Academia. Elle s'impose la création d'une grammaire nationale simple et complète, à la portée de toutes les intelligences, raisonnable et pratique. Elle s'impose impérieusement. Qui l'écrira? Quand l'aurons-nous? Le français réformé de Bergalo devient en fait un hybride franco-espagnol. Comme vous le voyez, il remplace systématiquement le T intervocalique par un C, création nationale, je ne sais pas s'il est prononcé à la française ou à l'espagnol, c'est compliqué, qui rapproche les mots français de leurs homologues espagnols. En outre, dans sa recherche imaginaire des étymologies, l'auteur péruvien souvent a recours à des sétiments de sa langue maternelle. Ainsi, le verbe français imaginaire, qu'il invente directement, varandé, proviendrait de l'espagnol vara, quinola du verbe espagnol quinolear, accordé de l'espagnol acordar, etc. Enfin, dans certains passages particulièrement délirants, comme son invective contre les dictateurs péruviens, Bergalo mélange les deux langues. Ils sont trahis, vendus le berceau natal, peroleros pechos, non pas péruviens, mais pechos de mazamorra morada, de sanguito de pasa de champús de leche. Prenez garde à vous tous. La présence du Pérou dans la conscience altérée du poète se manifeste également par l'abondance de références aux civilisations préhispaniques. Ainsi, l'une de ses recherches étymologiques amène Bergalo à citer en désordre plusieurs mots en langue indigène. Vous les voyez là, donc il fait référence à Pana, Chachalmayo, etc. Ailleurs, il évoque le nom de Tiwantitsuyo, vrai nom de l'ancien empire des Incas, écrit-il, injustement remplacé par celui du Pérou, et il avoue « J'ai demeuré aux Andes ». La maladie psychiatrique, comme vous le voyez, estompe les frontières entre les langues et les imaginaires et fait du français réformé de Bergalo une langue hybride mettant au jour les différentes strates de la culture péruvienne. En dépit, ou précisément à cause de son caractère pathologique, la réforme expose avec une acuité touchante la singularité et la fragilité de la position vitale de l'auteur. Après avoir essayé pendant toute sa vie de rapprocher son pays natal et la France, d'abord en essayant de diffuser au Pérou les modèles romantiques français et les valeurs libertaires de la Révolution de 1789, puis en voulant faire connaître les traditions et les genres poétiques péruviens en France,
l'entreprise de médiation de Bergalo se transforme en un monologue intérieur où les poètes cherchent à harmoniser les différentes composantes de son identité morcelée. La culturelle entre le Pérou et la France entreprise par Bergalo tout au long de sa carrière s'avère aussi un essai de réconcilier en soi les multiples versants d'une réalité latino-américaine traversée par trois grandes influences en tension, l'indigénisme, l'hispanisme et la modernité européenne. Merci.